Est-ce qu'on est en train de vivre le dernier cycle de 4 ans du Bitcoin? Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce pattern légendaire rythmé par les halvings et qui fait rêver les holders, mais qui pourrait bien être en train de s'essouffler. Quand je parle de ça, tout le monde pense à l'arrivée des institutionnels, des ETF et l'impact notamment de Donald Trump. On va décortiquer tout ça ensemble et tu verras que derrière certaines théories, il y a des éléments non négligeables qui ont déjà fait évoluer le marché et qui pourraient bien avoir un impact sur nos investissements. On commence par poser les bases, parce que si tu arrives juste dans la crypto, les fameux cycles de 4 ans, ça peut peut-être te sembler un peu flou. En gros, c'est un pattern qui revient depuis 2009, depuis la création du Bitcoin, qui est calé sur ce que l'on appelle les halvings, ces événements où la récompense des mineurs est divisée par 2 tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. Le dernier halving, c'était le 19 avril 2024, passant de 6,25 à 3,125 bitcoins de récompense pour les mineurs pour chaque bloc. Historiquement, ça donne une phase d'accumulation avec un prix bas, un bull run, une explosion, un pic en pleine euphorie, puis un bear market, c'est-à-dire un crash suivi d'une traversée du désert, et puis ça recommence encore et encore. Par exemple, en 2021, Bitcoin touche les 69 000 $, puis s'écrase sous les 16 000 $ en 2022. Seulement aujourd'hui, il se pourrait que ce rythme digne d'un métronome soit bel et bien fini. Sur ce graphique, c'est assez clair. 2012-2013, le halving a lieu le 28 novembre 2012. Bitcoin passe alors de 12 $ à 1242 $. Puis s'ensuit un crash qui l'amène vers les 175 $. Pour la période 2016-2017, on a le halving le 9 juillet 2016. Bitcoin grimpe alors de 650 $ à quasiment 20 000 $ avant de chuter à 3185 $. Pour la période 2020-2021, troisième époque, on a le halving le 11 mai 2020. Bitcoin passe de 8 700 $ à 69 000 $, puis on a ce fameux dip sous les 16 000 $. Et pour la période actuelle 2024-2025, le halving a eu lieu le 19 avril 2024. Et Bitcoin est passé au-dessus des 120 000 $ en juillet 2025. Seulement voilà, on a cette fois-ci une progression de seulement 41,2% post-halving contre 122,5% en 2016. Alors certes, le bull run n'est peut-être pas terminé, mais on note un essoufflement global. Je vais y revenir. Ce cycle aujourd'hui est plus mou et même si la cryptosphère s'enflamme, on ne peut pas dire que ce soit encore l'extase sur les marchés. Alors est-ce que le pattern classique est mort ou est-ce qu'il est juste en train de changer, juste en train d'évoluer? On va faire le tour des différentes théories. Bitcoin grandit et le marché n'est plus tout à fait le même. Les influences ont évolué et elles tournent aujourd'hui autour des institutions, de la macroéconomie et de la psychologie. Les ETF Bitcoin lancés en janvier 2024 ont tout changé. BlackRock avec son IBIT gère plus de 96 milliards de dollars et les ETF américains totalisent déjà 363 milliards de dollars. Les institutions comme MicroStrategy ou encore Metaplanet continuent d'acheter en masse. Résultat de tout ça, un Bitcoin moins volatile que lors des cycles précédents. 76% de volatilité en moins par rapport à 2022 et 86% de moins qu'en 2018. Autre conséquence, Bitcoin suit de plus en plus les marchés traditionnels et notamment le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques aux États-Unis. Il y a quelques semaines, la corrélation entre Bitcoin et Nasdaq affichait une valeur de 0,70. Une valeur de 1 indiquerait que les deux actifs sont parfaitement corrélés. Pour certains, les ETF seraient en train de briser le cycle et de transformer Bitcoin en un actif traditionnel. Souviens-toi que quelques mois après le lancement des ETF, en mars de l'année dernière, c'est-à-dire avant le halving, nous avons vu Bitcoin nous faire un nouveau plus haut historique. Depuis le début du Bitcoin en 2009, il n'y avait jamais eu de nouvelle ATH juste avant le halving. La macroéconomie devient de plus en plus influente sur le prix du Bitcoin et donc sur l'ensemble des marchés crypto. Les cycles passés dépendaient jusque-là essentiellement du halving, mais aujourd'hui, des facteurs comme l'inflation et les taux de la Fed pèsent de plus en plus dans la balance. Trump pousse toujours pour une baisse de 300 points de base et les tarifs douaniers, on l'a vu, ont eu aussi un impact sur le Bitcoin. En fait, ces cycles de 4 ans, on les retrouve aussi dans la durée du mandat de la présidence des États-Unis et dans la liquidité globale M2. Cette data M2 que tu vois ici représentée en vert, ou plutôt l'augmentation, le pourcentage d'augmentation de cette liquidité globale que tu vois représentée en vert, et qui présente elle aussi des cycles très clairs de 4 ans. Tu vois ici que quand le pourcentage d'augmentation de la liquidité augmente, on a Bitcoin qui suit, et quand ce pourcentage-là diminue, on a Bitcoin qui baisse.
et ainsi de suite. En fait, cette liquidité matérialise l'injection d'argent frais sur l'économie mondiale, ce qui booste les actifs à risque et les investissements. Et si demain la Fed baisse ses taux, alors on aura une grosse injection de liquidité, ce qui devrait propulser Bitcoin vers de nouveaux sommets et pourquoi pas les 200 000 $. Pour résumer, disons que chaque nouveau président américain a sa propre stratégie pour imprimer du dollar à tour de bras, faisant alors grimper la liquidité globale et donc les actifs à risque et donc Bitcoin. Aujourd'hui en 2025, Bitcoin c'est plus seulement des jeunes qui FOMO, ce ne sont plus des geeks qui font des trucs étranges derrière leur PC. Les holders long terme et les ETF créent désormais une base de plus en plus stable, réduisant les crashs, ce qui rejoint les datas sur la volatilité. Le Fear and Greed Index a tendance à présenter un peu moins d'amplitude, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est un indicateur très intéressant, trop souvent négligé. Virginie nous prépare une vidéo à propos du Fear and Greed Index. Je pense qu'elle sortira d'ici une dizaine de jours. Si tu ne veux pas la rater, ainsi que tous nos contenus, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche en cliquant par ici. Ça soutient aussi notre travail et je t'en remercie. Si l'on suit donc la logique des cycles précédents, on devrait avoir un top de marché pour la fin de l'année ou pour le début de l'année 2026 et ensuite on devrait replonger en bear market. Seulement voilà, ce graphique je t'en ai parlé il y a peu mais aujourd'hui je t'en propose une autre analyse. Ces datas sont issues de Block.Unity, je te laisserai en description un lien pour t'inscrire, le premier niveau totalement gratuit et tu as déjà plein d'infos qui te permettent une analyse très fine du marché. Donc ce graphique c'est le Bitcoin Rainbow Price Indicator qui nous permet de nous projeter éventuellement sur le prix à venir du Bitcoin. Et on voit donc clairement que chaque hausse est de moins en moins importante et que chaque baisse est également nettement plus modérée. Je pense que petit à petit, on perd donc l'impact des cycles de 4 ans. Il devrait être de moins en moins marqué pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer. Mais j'aimerais revenir particulièrement sur le halving. Il y a quelques temps, je t'ai partagé mon sentiment sur l'avenir du Bitcoin et notamment à propos des effets de sa supply. Je parle dans cette vidéo notamment du fait qu'il reste seulement 6% de Bitcoin à créer sur les 21 millions au total. Cela représente un peu plus de 2 millions de bitcoins à miner d'ici 2140. Le halving intervient tous les 210 000 blocs. Lors de la première époque, il y a eu 10 500 000 bitcoins de créés. Entre le premier et le deuxième halving, il y a eu 5 250 000 bitcoins de créés, puis 2 625 000, puis 1 312 500 jusqu'en 2024. Et il y en aura 656 250 dans la période actuelle, c'est-à-dire entre avril 2024 et le prochain halving, a priori en avril 2028. Cette mécanique déflationniste atteint ses limites en termes d'impact sur le marché, vu le peu de Bitcoin produit et le peu de Bitcoin restant à produire. À titre de comparaison, comme je te le disais, lors de l'époque précédente, il y a eu 655 200 Bitcoins de produits. Et de son côté, Stratégie, la société de Michael Saylor, en détient déjà 601 550. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose de plus pour comprendre que l'impact du halving passe désormais au second plan derrière celui des institutionnels. Maintenant, cette disparition ou cette atténuation des cycles, on peut se demander si c'est une bonne chose pour nos investissements en crypto. Eh bien, j'ai envie de te dire oui et non. Ça dépend si tu es investisseur long terme. Dans ce cas, on devrait donc avoir moins de volatilité, des baisses moins violentes et donc des hausses moins lucratives. Ce qui, de l'autre côté, n'est pas forcément du goût des investisseurs actifs ou des investisseurs court terme. Il devrait rester tout de même au Bitcoin la temporalité de la masse monétaire qui fait le yo-yo tous les 4 ans. Du moins, tant que la capitalisation totale de Bitcoin restera relativement faible. Ensuite, comme pour toutes les autres valeurs, comme pour les actions par exemple, tous les autres investissements à risque, les effets devraient petit à petit s'atténuer. J'aimerais connaître ton avis par rapport à cette évolution. Laisse-moi en commentaire si tu penses comme moi qu'on aura des cycles de moins en moins marqués et plus vraiment définis par le halving. J'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ces théories ainsi que mon point de vue sur ce sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir en cliquant sur le pouce bleu pour liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est par ici, pour ne rater aucun de nos futurs contenus. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!